Monsieur le maire Passedat de Lavorette, bonjour. Pouvez-vous nous décrire votre commune et ses caractéristiques principales? Alors, Lavorette, c'est une petite commune rurale, 1400 hectares, 230 habitants, population en croissance avec un urbanisme totalement maîtrisé et sobre. Et voilà, on n'a pas d'école, donc on profite des infrastructures des communes voisines. C'est une commune où les gens sont plutôt autonomes et aiment beaucoup la liberté. Alors, au niveau de la géographie, on est situé dans le Quercy, à la limite du COS de Limogne, donc à peu près 300 mètres d'altitude, avec une partie donc COS rocailleuse et une autre partie de plaine. Donc on a une zone de transition, de passage et de brassage. On a peu d'habitants en fait qui sont originaires de Lavorette depuis plus de 100 ans. La plupart sont des Cantalous ou des Aveyronnais qui se sont arrêtés ici pour trouver plus de subsistance que dans leur région d'origine. Autonome, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est qu'ils ont tous leur potager ou qu'ils sont autonomes en énergie? Ça veut dire quoi? Non, beaucoup sont autonomes. Déjà au niveau social, c'est des gens qui ne sont pas quémandeurs, c'est des gens qui ont beaucoup d'amour-propre et au bon sens du terme, et voilà, qui sont pas là pour être assistés. Et donc bon, il y a des gens qui ont leur potager, beaucoup de gens ont leur potager, ont leur petit poulailler de campagne. On ne peut pas dire que toutes les déclarations administratives sont conformes, mais voilà, c'est une terre où on se sent, oui, assez libre et indépendant. Et quels sont les projets principaux qui sont mis en place sur la commune avec les facilités ou les obstacles qui peuvent exister, notamment en lien avec les autorités extérieures à la commune? Alors, ici, on a, alors, en termes de fonctionnement, bon, il n'y a pas de problème avec l'État en règle générale, ni avec le département ou la région, parce que les choses se font, on a des relations interadministratives. D'ailleurs, il vaut souvent mieux laisser les agents administratifs traiter entre eux, plutôt que de rajouter une interférence politique. C'est rarement utile pour que les dossiers avancent. Jusqu'à maintenant, l'État, le département nous a toujours accompagnés dans les projets qu'on avait. On a rénové par exemple notre église, qui est le seul monument entre guillemets de la commune. On n'a pas de château, le château qu'on a est privé. Là, on va rénover une ancienne école pour en faire des logements. Donc, dans tous ces projets, on a une participation de l'État, mais récemment, on a eu un petit différend avec la préfète suite à cette histoire de décrochage de portraits, et elle nous a refusé une aide, donc ça nous a pas mal chagrinés, et donc pour cette raison qu'on avait été un petit peu pas insolent à leur goût, voire insultant. Donc on a travaillé avec nos parlementaires pour qu'ils reviennent sur sa décision, et donc bon, on a coupé la poire en deux et nous a donné la moitié de l'aide. Mais on lui a bien rappelé que l'argent, entre autres des dotations d'équipement des territoires ruraux, n'était pas le sien. C'est l'argent de la République, et donc ça doit aller vers la République. Donc le message a été reçu. On a récupéré un peu. Sur la loi NOTRe, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette fusion forcée, sachant qu'une de vos collègues, consoeur d'une autre région, nous a fait savoir qu'en fin de compte, il fallait d'abord consulter la population pour être sûr et valider le fait qu'on s'intègre à une communauté de communes. Est-ce que c'est une fusion au forceps ou est-ce que c'est quelque chose contre lequel vous résistez? Comment vous voyez cette loi? Alors, il y a deux choses. Il y a les fusions de communes, donc qui ne deviennent pas des intercos, qui restent une commune. Donc il y en a eu beaucoup dans le Lot. En Tarn-et-Garonne, il n'y en a eu aucune. C'est un choix politique, je pense qu'on a bien fait de résister à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on ne s'est pas parlé pour se dire qu'on n'en voulait pas de ces fusions entre communes. Ensuite, il y a l'adhésion aux intercos. Alors, elle était pratiquement déjà obligatoire avant. Enfin, la réalité faisait qu'on adhérait de toute façon à une intercommunalité ou à une autre. Aujourd'hui, le fait que les compétences soient obligatoires et qu'elles soient multiples, office du tourisme, petite enfance. Donc aujourd'hui, les intercommunalités
sont nécessaires pour des aspects logistiques essentiellement. Moi, ce que je repose, c'est déjà une question de principe, c'est que la communauté de communes doit être, comme son nom l'indique, l'assemblage de volontés individuelles de chaque commune. Et pour moi, les compétences devraient pratiquement toutes être à la carte. C'est-à-dire, déjà, qu'elles ne soient pas toutes prises obligatoirement par la communauté de communes, d'une part, et d'autre part, qu'une commune puisse ou non adhérer à cette compétence en fonction de ses besoins. Voilà, que la commune soit souveraine. Et donc, la loi NOTRe s'est torchée avec la souveraineté des communes. Et à chaque fois que je m'adresse à notre député, qui par ailleurs a plein de qualités, elle ne m'a jamais répondu sur ce point particulier de la loi NOTRe, sans doute parce qu'elle était dans la législature qui l'a rendue possible. Ensuite, sur les fusions des régions, c'est vrai qu'on se pose la question de l'économie réalisée et de l'impact que ça a sur la vie des citoyens. Moi, je pense que c'est pas quelque chose de très positif. On était déjà en Midi-Pyrénées dans une très grande région. On se retrouve avec une région immense maintenant, avec des territoires qui n'ont pas grand-chose en commun. Donc oui, c'est une loi, à mon sens, qu'il faudrait abroger, garder le peu de progrès qu'elle a apporté, mais que j'ai du mal à discerner, pour pouvoir avancer. Bon, les préfets, chez nous, c'était le préfet Bénard à cette époque, et le préfet Bénard n'a pas du tout poussé à la fusion des communes. Ce qui a été le cas dans le Lot. Le préfet du Lot, je ne connais pas son nom, n'a pas forcé les communes à le faire, mais les petites communes de 30, 40, 50 habitants, il les a pratiquement forcés à se mettre avec d'autres. Et la disparition de la taxe d'habitation, il y a cette polémique qu'il y a un jeu de chaises musicales avec les dotations. Comment vous vivez ça? Alors, on se retrouve... le mécanisme est assez complexe, parce que on récupère la part que percevait le département. Donc le département nous reverse ça, mais c'est écrété par l'État à ce qu'on percevait avant. Et c'est redistribué à des communes très riches, dont Neuilly, pour ne pas le citer. Et donc en fait c'est une sorte de péréquation inversée, qui est stupéfiante. Le Tarn-et-Garonne balance 11 millions d'euros pour des communes très riches d'Île-de-France, par an. Donc c'est quand même oui, stupéfiant que... Alors notre députée, Valérie Rabault, là, de ce point de vue-là, assure complètement parce qu'elle le dénonce. Ensuite, bon, on n'a pas réussi à faire machine arrière. Mais bon, avec cette nouvelle législature, ça fait partie des sujets qu'on va remettre sur la table, que l'argent qui est collecté dans le territoire reste dans le territoire. Alors, dernière partie, le rôle des institutions, leur devenir, leur remise en cause. On entretient aujourd'hui, après les élections législatives où il y a eu plus de 52-54% d'abstention, on est dans un événement aujourd'hui, on mettra sur la Concorde, où on a évoqué les problèmes aussi liés à la Constitution. Comment voyez-vous la place du maire, la place de la commune dans les institutions actuelles? Vous êtes le fer de lance, il paraît qu'il y en a une centaine, vous me confirmerez peut-être, qui ont suivi derrière, on aimerait bien les connaître d'ailleurs, du décrochage du portrait du président de la République. Vous avez évoqué tout à l'heure, si vous pouviez revenir 2 secondes sur la logique et sur la démarche ainsi opérée, et quelle est votre position sur l'éventuelle nécessité de repasser par un moment constituant pour que le peuple français se reconstitue et retrouve sa souveraineté? Voilà, sur toutes ces questions-là, c'est un sujet plus général, quelle est votre position en fait? Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de droit constitutionnel, mais j'estime que, bon, de toute façon, il n'y aura jamais de système parfait, ils sont tous imparfaits, et ils sont tous surtout altérés par des personnes qui en ont la gestion, qui en ont la charge. Au fil du temps, il y a des dérives qui s'installent, des habitudes, et qui parfois sortent complètement du cadre légal sans même que quiconque s'en rende compte. C'est pas forcément même volontaire, c'est des dérives, on va dire, naturelles. Donc la Ve République, moi je trouve que la Constitution, peut-être pas terrible, mais elle a le mérite d'exister. Et si on respectait l'ordre constitutionnel d'origine de cette Constitution, je trouve qu'on pourrait régler les choses de façon tout à fait respectueuse de la souveraineté du peuple. Ensuite, moi je pense qu'il faut y apporter des compléments. La société a changé.
Et il faut en tenir compte et peut-être intégrer plus de participation citoyenne dans notamment le RIC, qui me paraît incontournable dans un monde moderne et qui se veut démocratique. Ensuite, la place de la commune. Pour moi, ça doit rester... la commune est un espace de démocratie pratiquement direct, en tout cas de proximité. La commune administre le territoire, dans le sens physique du terme. C'est elle qui l'aménage au quotidien. Elle est au service de la population, tous les jours. Et pour moi, si l'unité élémentaire de la République, c'est le citoyen et la citoyenne, la brique de la République ou de la démocratie, c'est la commune. Et la commune, on pourrait la gérer un petit peu comme le font les Kurdes, de façon encore plus démocratique. Mais il y a encore du chemin à parcourir dans la formation des citoyens, dans leur appropriation de la démocratie, parce que beaucoup, on se rend compte, en fait, n'ont pas envie de se l'approprier, ils trouvent ça très bien que d'autres s'en occupent. Et vous posez la question de la légitimité du système aujourd'hui. Et Francis Lalanne disait tout à l'heure qu'on a le gouvernement qu'on mérite, et je tempérerais un tout petit peu ça. Aujourd'hui, l'offre politique étant ce qu'elle est et le mode de scrutin étant ce qu'il est, c'est-à-dire le fait qu'on ne comptabilise pas dans les suffrages exprimés les abstentions et les nuls, pas les abstentions et les nuls, mais les nuls et les blancs, fait que l'abstention est immense. Si on avait un vote obligatoire avec, de surcroît, la comptabilisation dans les suffrages exprimés des blancs et des nuls, ça changerait beaucoup de choses. On aurait souvent des troisièmes tours, puisqu'on n'aurait jamais de majorité qualifiée, ou rarement. Et donc ça remettrait peut-être en question la légitimité, ou est-ce que je dis à tous les nouveaux élus, que ce soit départementaux ou nationaux, je les félicite toujours, quel que soit leur bord, et je leur dis, posez-vous la question de la légitimité. Est-ce qu'avec même 55% assis sur 49% de participation, quelle est la légitimité? Et donc je les invite au consensus, à la recherche du consensus, à la recherche de pourquoi on en est là. Et de poser ces questions aux citoyennes et aux citoyens pour construire le projet politique. Alors Nils Paseda, votre nom finit par le début, on va dire, est connu nationalement pour avoir décroché le président de la République. Je vous ai posé la question, mais j'insiste. Oui. Pourquoi avez-vous fait ça? Alors, bon, on se souvient, enfin, on ne se souvient pas, parce qu'on fait en sorte que les gens aient une mémoire de poisson rouge, tellement on les submerge d'informations. Donc c'était le 4 janvier, le président de la République, dans un entretien aux lecteurs du Parisien, avait tenu des propos que j'estimais outranciers, donc de dire que les non-vaccinés, qui voulaient emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout, et ensuite, plus loin, ce qui est beaucoup plus grave, traitait ces gens-là d'irresponsables, et dans la foulée ajoutait que les irresponsables n'étaient pas des citoyens, étaient des non-citoyens. Donc pour celui qui est le garant de la citoyenneté et de la République, je trouve ça extrêmement grave. Et donc je me suis dit que, bon, déjà que j'avais un peu de mal à réunir mon conseil jusque-là sous l'arrogance de ce personnage, mais néanmoins je n'avais pas de grief particulier à lui reprocher au niveau du comportement et du respect des institutions. Là, oui, on avait un grief, et donc avec mes 2 maires adjoints, on a décidé de restituer ce portrait à la préfète. Alors c'est ce qui différencie l'acte de beaucoup d'autres maires qui, enfin beaucoup, en fait je suis sur 35 000, c'est pas considérable. Il y en a quelques-uns qui m'ont contacté, qui l'ont fait, mais la plupart l'ont mis dans un coin, dans un bureau. Le fait de le restituer aux représentants de l'État, pour moi, ça avait du sens. Parce qu'on disait non, on vous respecte, vous, le représentant de l'État, mais celui qui incarne, parce qu'il n'y a que de passage, hein, celui qui l'incarne en ce moment, on ne peut pas le respecter parce qu'il insulte sa fonction. Donc voilà, c'était vraiment fondé sur le fait qu'en définitive, en remettant en cause la citoyenneté et en insultant une partie des citoyens, il insultait, outrageait en fait la fonction présidentielle. Et que aujourd'hui, je respecte la fonction présidentielle, elle est respectable. Si elle est conduite comme elle devrait l'être dans la Constitution, c'est quand même une fonction assez noble, d'arbitre et de chef de l'État.
pas de chef du gouvernement ou de chef des Français. D'autant plus que, comme votre homologue Fabrice Marchand l'a rappelé, ce n'est pas quelque chose d'illégal, c'est une tradition. Oui, alors c'est rigolo ça, parce que bien sûr avant de le faire, moi, je suis quelqu'un d'assez légaliste, parce qu'en agissant en tant que maire, je représente quand même ma commune, et donc je ne souhaite pas que ma commune soit en infraction. Donc on s'est renseigné, ça prend 2 minutes sur Légifrance, même pas 30 secondes, portrait du président, et non, en fait c'est une tradition qui n'est même pas officielle. Moi je rapproche plus ça du folklore républicain. La tradition instituée par la Constitution, c'est la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, l'emblème national, le drapeau, et la Marseillaise. Ce sont les 3 symboles en fait réellement officiels. Le reste, Marianne, différents, le portrait du président. Moi j'appelle ça un peu du folklore républicain, d'accord, c'est de la tradition, mais c'est pas une tradition officielle. Et la déclaration des droits de l'homme, parce qu'il y avait quand même un but, on n'a pas laissé cet emplacement vide, on a mis à la place la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elle est officielle. Elle est dans la Constitution. Elle est dans la Constitution. Donc pour moi, c'était replacer l'église au milieu du village et dire que nous agissons en tant qu'agent de l'État, certes, mais le chef de l'État agit dans le cadre constitutionnel, et la base de la Constitution, c'est la déclaration des droits de l'homme. Et je pense que c'était important, et ça a plu, en tout cas dans le village, ça a beaucoup plu, pas unanimement, parce que de toute façon, je ne cherche pas du tout l'unanimité, mais beaucoup de gens étaient assez contents qu'on traite ce sujet de cette façon. Monsieur le maire, merci. Avec plaisir.